Est-ce que ChatGPT va pouvoir me recommander une lecture coup de cœur 5 étoiles? C'est ce qu'on va découvrir dans ce vlog. Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expérimenter quelque chose et on va voir si ça va fonctionner. J'espère, je croise les doigts. Et si je demandais à mon ami ChatGPT de me donner des recommandations 5 étoiles? Et bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui les amis. Je suis avec ChatGPT. Je sais pas si vous le voyez là. Il est ici. Salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je souhaite que tu me proposes 4 lectures qui seront à coup sûr des coups de cœur, selon mes goûts. Super idée. Donne-moi tes coups de cœur et tes pires lectures. Je vais m'inspirer de tout ça pour te proposer des recommandations personnalisées. Il va me faire 4 propositions. Sur ces 4 propositions, il me faut au moins un coup de cœur. Voici mes recommandations basées sur tes coups de cœur et ce que tu n'as pas aimé. Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Genre contemporain, émotion. Si tu as aimé la profondeur humaine de la tresse et ce genre de petites choses, ce roman mélange douceur, douleur et résilience avec des personnages profondément attachants. 2. Small Favor d'Erin A. Craig. Ce livre offre une ambiance sombre et envoûtante, parfaite si tu as aimé One Dark Window ou Ninth House, avec une touche de magie inquiétante. 3. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Genre, contemporain, nature et mystère. Avec des thèmes proches de Betty, ce roman explore l'isolement, la beauté de la nature et les secrets, tout en tissant une intrigue captivante. 4. Galant de V. Schwab. Genre, fantasy, mystère gothique. Pourquoi? Si tu as aimé Piranesi et Ninth House pour leurs atmosphères uniques et mystiques, ce roman te séduira par son équilibre entre ombre et lumière et son intrigue pleine de poésie. Dis-moi ce que tu en penses ou si tu veux que je creuse d'autres pistes. Ça m'a l'air intéressant. Donc déjà, là où chantent les écrevisses, j'ai une amie, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Janine, hello! C'est une amie de Berne quand j'habitais en Suisse. Elle m'avait dit que c'était un coup de cœur pour elle et je l'avais cherché justement. C'est marrant que ChatGPT m'en parle. J'avoue que Les Oubliés du dimanche, ça me donne pas vraiment envie. Trouve-moi un autre livre que Les Oubliés du dimanche. L'invention du monde de Pierre Michon. Ce roman mélange des récits de vie, des portraits et des réflexions profondes sur l'existence, l'art et la mémoire. Mais c'est un truc de fou. Il m'invente des livres. L'invention du monde, c'est Olivier Rollin. Je vous dis, ChatGPT, des fois, ça va pas. Hein. Il faut faire gaffe avec ça. Hein. Voici une suggestion d'un livre bien existant qui pourrait te plaire. La Maison des Feuilles de Max Daniele, genre roman expérimental, horreur psychologique. Pourquoi? Si tu as été captivé par la structure étrange et l'atmosphère unique de Piranesi, Oui. tu trouveras La Maison des Feuilles fascinant. C'est un thriller psychologique qui explore une maison qui semble plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur et un homme qui enquête sur ce mystère. Et c'est un livre intense, avec une narration fragmentée et une immersion dans des mondes parallèles. Parfait pour ceux qui aiment les atmosphères dérangeantes et les récits qui remettent en question la réalité. J'espère que cette suggestion te plaît. Ouais, ça me plaît bien. La Maison des Feuilles, évidemment, j'en ai entendu parler. Par contre, c'est un livre qu'il faut acheter en papier, hein, en brochet, parce que sinon c'est... Je crois que c'est très très compliqué comme livre et que alors ça passe ou ça casse directement. Ah, en poche à partir de 79 €, mais ça va pas la tête. Les gars, je peux pas pour l'acheter. Brochet à partir de 40 €? Non. Je vais voir ce livre-là, je vais clairement l'acheter quand je serai en France parce que là, je peux absolument pas payer un livre à 40 €. Ils sont malades ou quoi? L'histoire, c'est en rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants, qui viennent à peine d'emménager en Virginie, découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison, comme si elle avait toujours été là. Simple inattention, canular élaboré, maître, plan et appareil de mesure sont réquisitionnés, et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça a l'air vraiment bien, un peu à la Piranesi en effet, et moi, Piranesi, ça a été véritablement un coup de cœur absolu. Peut-être que La Maison des Feuilles, ça peut être aussi un coup de cœur, ou alors je vais rien comprendre. Small Favors d'Erin A. Craig. Kayla de Books and Lala l'a lu, elle l'a noté 4 étoiles. Dès 12 ans, oh. Là où chantent les écrevisses. Un superbe hymne à la nature. Ah, ça peut me plaire. Donc on va lire Small Favors d'Erin A. Craig. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Galante de V.E. Schwab et La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. J'ai vraiment hâte de répondre à la question, est-ce que ChatGPT peut me recommander mes meilleures lectures? C'est ce qu'on va voir dans ce vlog.
Je reviens vous faire une petite update puisque j'ai bien avancé sur la lecture de Small Favors qui m'était conseillé par ChatGPT pour un potentiel 5 étoiles ou coup de cœur. Tout ça se passe dans un petit village isolé, un peu reclus. Ce livre me donne beaucoup de vibes de Le Village, je crois que ça s'appelle Le Village de Night Shyamalan, je vous mettrai l'affiche du film ici, que j'avais adoré. Il faut dire que j'adore les films en général de Night Shyamalan et ça me donne vraiment des vibes un peu Le Village. Pourquoi? Parce que justement, on est dans un village complètement reclus avec une espèce de colonie de gens qui se sont établis là depuis très longtemps. Ils ont agrandi petit à petit le village, mais ils vivent totalement isolés de la population générale du pays, on va dire. Il y a aussi dans ce livre une espèce de légende avec des monstres qui se situeraient dans la forêt, et donc ils ne sortent pas seuls en forêt. Voilà, c'est quelque chose qui est interdit, qui est... je ne sais pas si c'est vraiment interdit, mais en tout cas, personne ne le fait. Ils vont quand même en dehors du village à certains moments, 2 fois par an, ils font une expédition, donc là ils s'organisent vraiment pour cette expédition parce qu'ils ont besoin d'une semaine pour atteindre la prochaine ville ou le prochain village et ils vont chercher des vivres, toutes sortes de matériel qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Sinon ils sont plutôt autosuffisants en général. Et nous, dans cette histoire, on va suivre une famille qui s'appelle les Downing. Ellery Downing, ça va être le personnage principal, une des filles du couple que l'on va suivre. La vie du village se passe comme à l'accoutumée, sauf qu'un jour va revenir un cheval qui a été extrêmement blessé de façon assez étrange parce qu'il a des marques de crocs qui sont pas naturelles. Et en fait, ce cheval faisait partie de l'expédition qui venait de partir en ville pour aller chercher des vivres, qui vont commencer à se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des monstres dans cette forêt? Est-ce que finalement la légende était vraie? Est-ce que les monstres sont revenus? Parce qu'ils ont vécu en paix pendant des années, mais là, il se passe des événements vraiment très bizarres. Alors, est-ce que cette lecture peut être un coup de cœur? Franchement, pour le moment, je ne pense pas. J'ai vraiment rien à reprocher à ce livre, en fait. Pour l'instant, c'est un peu flou encore, mais je trouve peut-être que le rythme est assez lent. Je ne suis pas particulièrement attachée au personnage non plus. Je suis peut-être dans l'indifférence positive. Donc, c'est vrai que moi, généralement, un coup de cœur, je dois aimer les personnages, je dois aimer l'intrigue, je dois aimer ce qui se passe, je dois être... où il doit y avoir un suspense, où il doit y avoir quelque chose, quoi. Pour le moment, je dirais que c'est une lecture agréable, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que il se passe des choses, hein, on peut pas dire qu'il se passe rien, il se passe des choses, mais je sais pas, je trouve que c'est assez lent. Bon, j'aime bien quand même l'atmosphère et l'ambiance du livre. C'est vraiment très rural, très campagne. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Après, il y a des personnages assez étranges là qui sont arrivés dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils sont gentils ou méchants. Je me pose des questions. Donc voilà, il y a quand même une intrigue. On se demande ce qui va se passer, mais c'est pas non plus la lecture où je me dis waouh, je suis hyper accrochée, j'ai absolument envie d'ouvrir ce livre. Pas du tout. Donc je pense pas que ce sera un 5 étoiles, mais bon, écoutez, 39%, ça a le temps de changer. Il peut se passer des choses incroyables dans ce livre encore, et peut-être que j'arriverai aux 5 étoiles ou en tout cas au coup de cœur. Pour l'instant, je dirais que je suis plus sur un 3,50, 3,75. Donc, la marge est encore haute pour arriver aux 5 étoiles. Je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé la lecture de ce livre pour voir si ChatGPT peut vraiment me conseiller une lecture coup de cœur. Je viens vous refaire un point en cours de lecture parce que j'en suis à 78%, 78%, je sais jamais comment dire les chiffres. Bref, donc le 5 étoiles s'éloigne de plus en plus. Là, j'ai plus d'espoir. J'ai vraiment plus d'espoir. Il y a vraiment un arc narratif dans cette histoire et en fait, ça fait que le livre est vraiment plat. Parce que une fois que tu as compris l'arc narratif, tu suis ce pattern comme ça et franchement, c'est pas excitant, c'est pas plein de suspense. Et voilà, du coup, c'est plat. L'arc narratif, c'est on commence un chapitre, tu vois le quotidien de ces gens, donc là on suit plus précisément Ellery, et puis en général, il va y avoir un événement. Oh là là, souvent c'est quelqu'un qui va sonner chez eux
pour leur dire « Hey, il y a un truc en ville, faut venir au centre du village ». Et en fait, à chaque fois, dans chaque chapitre, il y a un événement, il y a un truc qui se passe. Et au lieu de continuer avec cet événement, de construire une tension par rapport à cet événement et d'en rajouter d'autres, etc., de nous monter la tension, eh bien non. En fait, à chaque fois que le chapitre se termine, il s'est passé 2 jours, 3 jours, une semaine, la vie reprend son cours, les gens continuent leur vie comme si de rien n'était. En tout cas, ils acceptent l'événement qui s'est passé. Et voilà. Et puis, ça recommence. Les jours passent. On a repris la vie habituelle. Même schéma narratif, il y a quelque chose qui se passe. On va prévenir la famille Downing qu'il y a un truc qui s'est passé. On sent que la tension monte un petit peu, mais en fait, la manière dont c'est écrit, ça retombe systématiquement à plat. J'en suis à la page 365 sur 467. J'espère qu'il y a les remerciements qui comptent là-dedans, comme ça réduit un peu. Parce que franchement, ça me barbe un peu. Je vais dire, franchement, ça me barbe. Bof. Ça y est, je l'ai fini les amis. Oh mon dieu que c'était long. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je ne vous ai pas déjà dit au cours de ce vlog? Juste que voilà, ça a démarré plutôt bien, un petit peu de mystère dans un environnement très rural, isolé, avec des vibes vraiment du film Le Village, avec ces espèces de légendes. Ah oui, ce que j'ai remarqué, c'est que, encore une fois, parle bien de créatures qui demanderaient des petites faveurs, et c'est le titre du livre. Mais ça arrive genre à 65% du roman. Je veux dire, moi ça je déteste quand tu lis la 4e de couverture, le résumé du livre, et genre le résumé du livre c'est pratiquement les 80% du livre. C'est pas possible, il faut arrêter avec ça. Jamais l'attention créée au cours du chapitre n'a été reprise sur le second chapitre, pratiquement jamais, à part vraiment à la toute fin où voilà, il y a plein de trucs qui se passent, mais vraiment, et encore, parce qu'il y avait un chapitre qui m'a vraiment intéressée et c'est retombé encore une fois comme un soufflet et j'étais là trop frustrée. Donc non, même pas en fait. Même pas à la fin, ça devient plus de tension, il se passe plus de choses, ça continue dans le rythme. Non, le rythme est complètement... ça va pas. Ah oui, la romance, alors il y a une romance là-dedans. Bon, voilà, écoutez, que dire? J'aime bien les romances dans les livres de fantasy quand il y a un mystère et qu'il y a une romance sur le côté, ce qui était le cas dans ce livre-là, ce qui parfois m'a vraiment intéressée d'ailleurs parce que j'avais envie de voir où ça allait, mais encore une fois c'est basé sur rien. Le mec il arrive, il se parle 2 fois, ils sont amoureux, on sent que chacun est amoureux, et il se barre pendant 3 mois et il revient et c'est basé sur quoi? Ça n'a pas du tout été aussi intéressant que ça aurait pu être. Voilà. N'est-ce pas, Litchi? J'ai ChatGPT juste ici. Je comprends ta déception et je suis vraiment désolée. Et je vais faire mieux cette fois. Je vais me baser uniquement sur ce que tu as vraiment aimé et non des suggestions trop éloignées. Voici une proposition réfléchie. The Bear and the Knighting de Catherine Arden. De Catherine Arden. Fantasy historique. C'était bizarre le truc là, non? Ça a fait un changement de voix, on aurait cru... Oh, ça m'a fait peur! Alors, le livre est inspiré de contes russes, ce qui enrichit encore l'expérience si tu aimes les récits empreints de mystère et d'histoire. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens est un très bon roman, mais il est plus réaliste et lent, avec un focus sur la nature et les relations humaines. Vous avez entendu qu'il s'est foutu de moi? Il a fait ha ha ha. Non, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Empreint de mystère et d'histoire. Là où chantent les écrevisses. Mamma mia, mais c'est quoi ce délire? Il me fait peur ce machin. Coucou, alors je vous retrouve dans un tout autre environnement comme vous pouvez le voir puisque je suis chez ma mère en France avec un bon pull parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, on n'est pas à Lima là. Je voulais vous faire un petit point sur Là où chantent les écrevisses de Delia Owens puisque eh bien, c'est ma lecture du moment, j'en suis à la moitié, presque un peu plus loin que la moitié d'ailleurs et donc je vais pouvoir vous en parler. Oui, parce que je voulais acheter le livre en format poche. C'est vraiment un roman où on va suivre la vie de Kia au moment... Donc il y a 2 temporalités dans ce livre. Il y a vraiment, d'ailleurs jusqu'à la moitié, on est vraiment très souvent dans son passé. On suit toute sa vie depuis qu'elle a, je crois, 6 ans. Et là, elle a à peu près 14 ans. Donc
c'est un coming of age en fait. On suit vraiment comment elle va évoluer dans la vie et devenir adulte. Quelle est sa vie dans les marais? Elle vit dans les marais en Caroline du Nord, quelque part en Caroline du Nord, et c'est une vie très difficile, très pauvre, et ils ont très très peu de moyens, et puis en plus ses parents et ses frères et sœurs vont petit à petit, chacun l'un après l'autre, l'abandonner et la laisser à son triste sort. Elle va être abandonnée définitivement toute seule à partir de 10 ans. Et on va suivre vraiment comment elle va se débrouiller dans ce marais, dans une petite cabane sans ressources, pour essayer de vendre des choses pour gagner de l'argent, pour pouvoir se débrouiller, avoir de quoi manger et avoir de quoi s'habiller, etc., pour survivre dans les marais. Donc il m'a fallu 80 pages pour vraiment rentrer dans le récit. Je trouvais au début que c'était assez lent, pas forcément très accrocheur. On n'est vraiment pas sur un... Voilà, on est sur un livre qui prend son temps, qui s'installe tranquillement, etc. Mais c'est vrai qu'après 80 pages, je me suis laissée entraîner dans cette lecture, tout simplement parce que je trouve le personnage de Kia assez fascinant. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment elle fait pour survivre dans ces conditions-là. Donc là, j'en suis à la moitié, j'accroche bien. C'est vrai que je vous avais dit que ce serait peut-être un roman très nature, et c'est effectivement le cas, c'est vraiment une ode à la nature. On voit aussi à quel point l'équilibre de la biodiversité des marais est importante. On entend parler de plein d'espèces d'animaux, d'oiseaux, etc. Pour l'instant, franchement, j'apprécie bien ma lecture. Hier, j'ai dévoré 100 pages, donc on verra ce que j'en pense. Par rapport aux 5 étoiles, qui était quand même le but de cette vidéo, entre guillemets bien sûr, pour le fun, je pense pas que je serai sur un 5 étoiles avec ce roman-là. Pour le moment, au début ça commençait plutôt sur un 3, 3,25, là on monte. Je suis au 3,75 je pense. Donc on verra. On verra jusqu'où va aller ce roman, ça dépendra de la suite. Pour le moment, cette lecture me plaît bien quand même. Beaucoup mieux que la première. Donc on est bien. Je vous refais un point quand j'aurai terminé la lecture de Là où chantent les écrevisses. Alors je viens vous faire un petit point sur la lecture de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, puisque j'ai terminé la lecture de ce livre. La dernière fois que je vous avais pris, je vous ai dit que on était de, je sais plus, 3,25 jusqu'à au moins 3,75, et je pense que je vais donner à ce livre la note finalement de 4 étoiles. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que effectivement le début est un petit peu lent, voilà, ça se met en place. On a un chapitre dans lequel on comprend qu'il y a un jeune homme d'une bonne famille, riche, qui est décédé dans des circonstances un petit peu étranges. On comprend que peut-être il s'agirait d'un meurtre, mais cette partie-là est assez peu explorée en fait dans la première partie, puisque la première partie, on est vraiment sur un roman d'apprentissage, coming of age, de Kia, de son enfance, quand elle se fait abandonner par sa famille, par tous les membres de sa famille au fur et à mesure des années, et comment elle va se débrouiller pour survivre seule dans le marais. Autant la première partie est un petit peu plus contemplative, autant la seconde partie, les choses vont vraiment s'accélérer et il va y avoir différents enjeux qui vont être explorés, et notamment cette histoire de enquête policière. Et en fait, on va se retrouver aussi non plus dans un roman d'apprentissage, mais presque dans un thriller, dans un roman policier avec une enquête policière. Ça change un petit peu de style narratif dans l'histoire. Et je dois dire que la fin m'a aussi vraiment beaucoup plu. Ça permet de se poser aussi des questions. Donc vraiment, j'ai bien apprécié toute la deuxième partie jusqu'à la fin. On a aussi tout le thème de l'importance de la nature, du respect de celle-ci, et il ne faut pas oublier que effectivement Delia Owens est biologiste et zoologiste, et ça se ressent énormément dans le respect qu'elle peut avoir pour la nature. Le marais est exploré en détail, en profondeur, et c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'elle l'a bien fait, parce que c'est jamais trop technique. On explore aussi d'autres thèmes, pas seulement les thèmes de la nature, on explore aussi les thèmes de la solitude, la nature humaine, les préjugés que les gens peuvent avoir aussi. Finalement, dans ce livre, moi j'y ai ressenti beaucoup d'émotions. Ça pouvait passer des émotions comme de l'injustice, de la tristesse, l'exploration de ce qu'est l'amour. Il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce livre. Et puis ça parle beaucoup, donc comme j'ai dit, de solitude, des relations humaines, des relations avec la nature. Et ouais, il y a vraiment plein de choses en fait hyper intéressantes dans ce livre. Et en même temps, c'est assez poétique, c'est bien écrit, on est vraiment plongé dans un décor de marais, on s'y sent complètement, et c'est vraiment ce qui me reste. Ça fait quelques jours que j'ai terminé le livre, et c'est vraiment ce qui me reste en tête
l'exploration de la nature, quoi. Donc, et l'exploration de ce personnage de Kia qui est très très attachant aussi et qu'on suit du début à la fin de sa vie. Et maintenant, il me reste plus qu'à voir l'adaptation cinématographique que je n'ai pas encore vue, mais qui me donne assez envie de voir comment ce roman a été adapté au cinéma. On n'est pas sur un 5 étoiles, mais c'est quand même une bonne lecture, une lecture réussie, une lecture qui m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est une lecture que j'aurais peut-être pas été vers ce livre-là si ChatGPT ne me l'avait pas conseillé. Donc, c'est une bonne découverte. Et maintenant, je passe à l'autre livre que je n'ai pas avec moi là tout de suite, mais il s'agit de La Maison des Feuilles, mais je vous en reparle très rapidement. Coucou, bon, je vous refais un petit point et je n'ai pas de livre dans les mains. C'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Alors, La Maison des Feuilles, ça fait une semaine que je suis dessus. Je suis arrivée très péniblement à environ 180 pages, quelque chose comme ça. Et écoutez, j'ai rendu le livre à la librairie tout simplement parce que ça le faisait pas du tout avec moi. C'est un livre extrêmement particulier. On va suivre des histoires en parallèle dans La Maison des Feuilles. On a d'abord un personnage qui s'appelle Johnny qui découvre dans une malle chez une personne qui vient de décéder des documents. Ces documents, c'est comme une thèse sur un événement qui s'est passé en vidéo, le Navidson Record, et qui est en fait l'histoire de cette famille qui découvre un jour que sa maison a des pièces qui sont beaucoup plus grandes que la maison à l'extérieur. Et les pièces vont grandir et ça va former, il y aura un escalier gigantesque, un vestibule de plusieurs mètres de haut, enfin quelque chose de vraiment complètement dingue. Et donc il y a ce personnage de Zampano qui a écrit une thèse sur la vidéo filmée par le père de famille, Navidson d'ailleurs. Comme une thèse, il va y avoir des références, des annexes, des documents, etc. Des références à plein d'autres œuvres ou à des interviews, à plein de choses. Donc on suit toute cette thèse qui est vraiment très très difficile à lire hein, parce que on a plein de références à plein de choses différentes. Et puis en même temps, eh bien, on a ce personnage de Johnny qui a découvert tous ces documents, qui les remet en ordre, qui va aussi faire d'autres découvertes, d'autres recherches. Donc lui aussi il va écrire des notes en fait en bas de page, mais ces notes font parfois 3 pages entières. Et le problème c'est que pour moi il y a beaucoup de digressions. Déjà dans la thèse originale, il y a beaucoup de digressions parce qu'il y a des références à tout plein de choses. Et en plus le personnage de Johnny est quand même un personnage particulier parce que lui c'est les beuveries entre copains, il y a beaucoup de sexe et en fait on tombe carrément dans le porno. Et il y avait vraiment des scènes pornographiques, voilà, on peut pas le dire autrement. Et bah moi ça m'a vraiment sorti de ma lecture. Je pense très sincèrement que c'est fait exprès. Je pense que l'auteur fait exprès de nous confronter à quelque chose d'extrêmement difficile à lire, qu'il faut mériter. Et je fais partie de ces gens qui n'ont pas réussi à rentrer dedans. Je ne dis pas un nom définitif à ce livre parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire malgré tout et j'ai envie de rentrer dedans. Mais la porte d'entrée est difficile à trouver. Je vais vous mettre une vidéo que j'ai commencé à regarder mais je voulais pas tout regarder parce que j'ai quand même envie de réexplorer ce livre à un moment donné où justement la personne dit que lui il a fallu des années pour vraiment déjà lire le livre en entier, le comprendre et l'accepter et même l'apprécier. Donc c'est un livre qui voilà, ne se lit pas comme ça pour un vlog rigolo. Je pense pas que ce soit le principe du livre, je pense que c'est un livre qui se mérite. C'est la biblionote sur Instagram qui m'a écrit dans les DM, d'ailleurs je suis sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et donc elle m'a proposé la vidéo de Alt 236 que moi je ne connaissais pas comme chaîne, sur justement la Maison des Feuilles. C'est une vidéo très intéressante qui explique justement cet univers de la Maison des Feuilles. Merci beaucoup à toi la biblionote, je ne connais pas ton prénom, de m'avoir proposé cette vidéo parce que c'est vraiment hyper intéressant comme sujet et je suis vraiment désolée de ne pas avoir réussi là actuellement à rentrer dedans. Je suis ensuite allée donc à la librairie, j'ai changé le livre parce qu'il coûtait quand même 30 €, puis là je ne me sens pas de le lire et puis il est très très lourd, il faut aussi que je le ramène à Lima, donc je vous montre ce que j'ai pris à la place, entre autres bien sûr. Je me suis pris Galante de V. E. Schwab et donc eh ben, écoutez j'ai commencé à le lire et finalement j'ai fait déjà une bonne partie du livre, hein. J'en suis à la page 143 donc voilà j'ai lu déjà pas mal de chapitres, je trouve que c'est un très bel ouvrage vraiment. Après c'est du jeune adulte hein, et ça se ressent dans la plume. C'est sûr que moi V. E. Schwab je l'ai connu avec La vie invisible d'Adi Larue et là on n'est pas sur le même niveau
je suis loin du 5 étoiles pour le moment, encore une fois, sur ce livre, parce que c'est assez lent dans le développement. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de répétitions. La plume ne me happe pas particulièrement, donc écoutez, je le lis tranquillement, voilà. Je prends beaucoup plus de temps pour lire mes livres actuellement parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans mon univers habituel à Lima où j'ai plus de temps, ce qui est une bonne chose parce que je m'amuse beaucoup dans ma journée. Voilà, mais je le lis tranquillement. Bon, hier, j'ai quand même lu pas mal parce que je me suis mise à un café là en ville. Pour l'instant, j'aimerais bien que ça commence à devenir un peu plus mystérieux. Il y a un mystère qui s'installe. Est-ce que je vous ai déjà fait le résumé de ce livre? Je ne sais plus. C'est l'histoire d'Olivia qui a été déposée sur les marches de l'orphelinat quand elle avait, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Elle est muette, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Par contre, elle n'est pas du tout sourde, hein. Elle a quelque chose qui l'empêche de parler. Elle retrouve les croquis et les carnets de sa mère qui était déposée avec elle. Sa mère n'allait visiblement pas très bien, ses écrits sont assez étranges, on dirait qu'elle part dans la folie. Et elle lui dit surtout: tu seras en sécurité si tu ne t'approches pas de Galante. Et forcément, elle, Galante, elle ne connaissait pas ce que c'était, comprenait pas ce que c'était. Sauf qu'un jour, elle reçoit une lettre pour l'inviter à Galante. Elle se rend compte qu'elle retrouve de la famille, qu'elle a encore de la famille. Et c'est à ce fameux Galante, c'est un espèce de manoir gigantesque et magnifique. Et donc, on va la déposer là et il va y avoir des événements un petit peu étranges qui se passent dans le manoir. J'en suis là pour le moment et je pense qu'elle va comprendre pourquoi sa mère a disparu, pourquoi sa mère l'a abandonnée dans cet orphelinat, pourquoi elle lui dit de ne pas s'approcher de Galante. Il y a des choses étranges qui se passent dans ce manoir. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas. Eh bien, nous voici à la dernière partie de ce vlog. ChatGPT me propose des 5 étoiles. Alors, est-ce que Galante est un 5 étoiles? Il est ici. Ce n'est pas un 5 étoiles. Pas du tout. Et non, Galante n'est pas un 5 étoiles. Je crois que dans la précédente partie du vlog, je vous disais que c'était un petit peu lent à venir. Voilà, il n'y avait pas forcément une intrigue très percutante et je ressens exactement ça une fois arrivée à la fin du livre. Dans un premier temps, j'ai eu vraiment du mal à m'investir dans ce livre, dans Galante. Dans l'ensemble, je trouvais quand même que l'histoire manquait de complexité, peut-être aussi de profondeur, J'ai trouvé que c'était trop simple en fait, et assez linéaire aussi sur tout le roman. Finalement, je me suis trouvée assez détachée et pas très impliquée dans l'histoire. C'était agréable à suivre, hein. Je trouvais que la plume était jolie. On n'est vraiment pas sur le même niveau que La vie invisible d'Adi Larue en termes de plume. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus juvénile. Ça reste quand même un roman jeune adulte. Je pense aussi que c'est pour ça que je l'ai peut-être pas tant apprécié que ça. Je ne lis que rarement des livres jeunes adultes et c'est bien la raison pour laquelle je ne lis pas, c'est parce que pour moi ça manque toujours de quelque chose. Je trouve que ça reste toujours assez plat et ça rend pas assez, c'est pas assez complexe pour moi ce que je recherche. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans le livre. On est quand même sur une ambiance assez gothique parce que voilà, on se retrouve dans ce manoir, il y a des choses étranges qui se passent, on voit des fantômes, des ghouls, donc on a quand même une petite ambiance sympa qui va peut-être très très bien fonctionner pour le public cible. Je trouvais qu'il y avait une poésie dans ce livre par rapport au carnet de la mère d'Olivia que l'on peut feuilleter au bout d'un moment dans le livre. Là, on en apprend plus à chaque fois sur ces carnets. On a de très très belles esquisses, ce qui fait que je regrette pas du tout de l'avoir acheté en format broché comme ça, magnifique, parce que la qualité du livre, c'est les éditions Lumen. L'illustration de couverture a été faite par David Curtis et vraiment, c'est d'une extrême qualité. Pour ma part, je l'ai trouvé vraiment hyper agréable à lire parce que là, ici, on a un beau papier de qualité, blanc, avec une écriture assez grosse, donc ça permet quand même d'avoir de la place et de lire de façon très agréable. Donc je regrette pas du tout d'avoir acheté cette édition. Maintenant, encore une fois, au contenu du livre, l'atmosphère est installée, voilà. Par contre, pour moi, ça manquait quand même d'accroche. Je trouvais que ça manquait aussi pas mal de rythme. Puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'événements marquants. Et alors, à un moment donné, ça va s'accélérer. C'est le dernier tiers, en fait, qui est beaucoup plus haletant, même, on peut dire. Par contre, c'est une intrigue qui vient se superposer à l'histoire, mais finalement, ça ne résout pas la problématique de l'histoire de départ. Et en fait, j'ai trouvé que la fin tombait franchement à plat parce que on n'a pas de résolution. C'était sympa, mais pour moi, ça manque vraiment de complexité, de profondeur, d'intrigue, d'accroche, de beaucoup de choses.
L'ambiance était présente, mais pas suffisamment présente non plus, à mon sens. Par contre, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quand même un moment, il y avait un passage, je me suis même dit, tiens, là, pour un jeune adulte, peut-être que ça peut faire peur à un certain public, je sais pas. Peut-être que si le roman avait été aussi puissant, entre guillemets, que le dernier tiers, je l'aurais beaucoup plus apprécié, ce qui n'était pas le cas. Finalement, j'ai donné à ce livre la note, alors j'ai vraiment hésité entre 3 et 3,25. Je vais partir sur un 3,25 parce que je l'ai quand même apprécié, je me suis pas non plus ennuyée, il y avait quand même de la poésie, le travail sur les esquisses est magnifique. Moi en tant qu'adulte, j'ai besoin de plus. Par contre, pour le public cible, je pense que c'est un très bon livre. Galante, Là où chantent les écrevisses et Small Favors, c'était quand même des livres qui se ressemblent parce que je les ai trouvés tous les trois assez lents, avec une ambiance assez particulière et plutôt bien réalisée dans l'ensemble pour les trois livres. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il m'a manqué quelque chose pour m'accrocher plus dans ces trois romans. Finalement, celui-là, c'est celui qui m'a le plus plu. Et il n'y a pas de secret, c'est celui qui est adulte. Donc vous voyez, on se retrouve quand même. Tout ce qui est un petit peu jeune adulte, même s'il y a une bonne ambiance, un côté un peu horrifique, pour moi ça va pas assez loin et ça reste assez plat. Et puis évidemment, parlons de La Maison des Feuilles. Je vais aller à la médiathèque, je vais essayer de le relire, mais de façon beaucoup plus calme, posée, et pas forcément pour un vlog. Et on verra, peut-être que ce sera un 5 étoiles, mais il me faut beaucoup plus de temps et de concentration pour vraiment vous donner un avis définitif. Pour le moment, je l'ai mis en pause. Et puis je vais essayer de revenir sur cette lecture très particulière, et pour le coup qui est bien différent de ces trois premiers livres, puisque alors là on rentre dans, il y a des scènes très particulières qui vont très loin. Donc on est complètement sur autre chose. On n'a pas trouvé de 5 étoiles avec ChatGPT, mais imaginez si j'avais que des 5 étoiles. Je pense que j'aurais flippé, je me serais dit mais comment il a trouvé, c'est complètement fou, parce que même moi je ne sais pas ce qui va me plaire ou pas, donc vous voyez. En tout cas, l'IA n'est pas encore assez développée pour nous faire peur et connaître parfaitement nos goûts, même mieux que nous-mêmes. On n'en est pas encore là sur l'IA. C'était un test, mais surtout une vidéo un peu fun. On se prend pas au sérieux. En tout cas, j'ai décidé de faire une partie 2 à cette vidéo, et je pense partir sur peut-être une série après ChatGPT. Je vais me fier à Goodreads. J'ai sélectionné des livres, mais vous verrez ça dans la prochaine, le prochain épisode de cette nouvelle série que je viens d'inventer là, pratiquement à l'instant. Donc on verra ce que ça donne, mais je me dis, ça peut être une bonne idée d'essayer de me faire conseiller des lectures par soit ChatGPT, le prochain ce sera Goodreads, et puis on verra où je trouve un 5 étoiles. Et puis sinon en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!